Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel hors-série de Passion médiéviste. Aujourd'hui, toujours dans notre démarche de rencontrer des personnes qui font vivre l'histoire médiévale aujourd'hui, nous allons parler pop culture et Moyen-Âge avec Justine Breton. Bonjour Justine. Bonjour. Alors Justine, donc je vous dis tout de suite, tu n'es pas la Justine du premier épisode. Donc tu es Justine Breton, tu es docteur en littérature médiévale et tu as travaillé sur les représentations du pouvoir dans les légendes arthuriennes en comparant les textes médiévaux et les réécritures contemporaines, j'ai juste. Tout à fait. Et tu as co-dirigé un livre publié en février 2018 sur une série que tous les auditeurs de Passion médiéviste connaissent normalement, car ils ont des extraits à chaque épisode, Kaamelott. Si vous ne connaissez pas Kaamelott, on ne sait jamais. C'est donc une série créée par Alexandre Astier et qui met en scène le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde, de façon très très humoristique et avec beaucoup de répliques qui sont aujourd'hui cultes. Et ce livre est issu d'un colloque qui était organisé en mars 2017 à l'université de Paris-Sorbonne, donc quelque chose de très sérieux. Donc avec Florian Besson, que nous avions déjà reçu dans l'épisode 11 du podcast, on avait parlé avec lui des États latins d'Orient. Donc vous avez réuni des textes d'universitaires qui ont participé à ce colloque et vraiment de tout champ universitaire, que ce soit donc bien sûr des historiens, mais aussi de sociologues, des musicologues et plus largement même des spécialistes de la culture geek contemporaine. On va en parler. Avant tout, j'aurais voulu savoir, dans ton parcours de médiéviste, qu'est-ce qui t'a conduit à étudier le mythe arthurien ? Je crois que j'ai toujours eu une fascination pour le Moyen-Âge de façon plus générale. Et en particulier, puisque je suis littéraire, un grand goût pour justement cette littérature médiévale pleine de chevaliers, de dragons, et de combats qu'on retrouve ensuite dans la fantaisie, qui est un genre littéraire que je lis toujours beaucoup aujourd'hui. Et c'est quelque chose donc, qui m'a suivi un peu en filigrane en fait, tout au long de mon parcours, jusqu'à ce que, en prépa, je me rende compte qu'en fait, on pouvait étudier ça, que c'était une option en fait, dans la suite de mon parcours. Et là, ça a été un peu une révélation en me disant, bon bah... Voilà, je ne sais pas trop comment, mais il va falloir que j'arrive à étudier le Moyen-Âge de cette façon, à étudier la légende arthurienne en particulier. Pourquoi un colloque sur Kaamelott a-t-il été organisé et quelles étaient les intentions ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, donc avec Florian Besson, on est deux grands fans de la série, donc ça fait partie de nos intérêts. Ça fait partie aussi de nos sujets de recherche, tous les deux, puisqu'on travaille à la fois sur le Moyen-Âge et sur le médiévalisme, donc sur les résurgences du Moyen-Âge dans nos sociétés contemporaines en l'occurrence. Et ensuite, il y avait un côté un peu intéressé aussi de vouloir traiter ce sujet en détail avant tout le monde. Voilà, il y avait un peu l'idée de pouvoir travailler là-dessus et intégrer une équipe assez vaste, parce qu'on sentait bien que justement Kaamelott, nous ça nous plaît en tant que fans et en tant que médiévistes, mais il y a aussi énormément de choses qui peuvent être dites et qui peuvent être étudiées dessus, du point de vue sociologique, d'un point de vue musical, du point de vue de l'alimentation aussi. C'est un programme tellement riche qu'on pouvait justement se permettre de traiter plein de choses. Et donc, on a vite lancé un appel pour recruter une équipe motivée. Et on a été étonnés du nombre de réponses passionnantes. C'était très difficile de choisir. On a eu des sujets qui sont revenus régulièrement, notamment sur la place de Rome dans la série, même si on n'a vraiment que la dernière saison, le livre 6, qui se passe véritablement à Rome. Mais c'est un sujet qui revient de façon régulière tout au long de Kaamelott. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé les chercheurs. D'ailleurs, on a des jeunes chercheurs, des chercheurs un peu moins jeunes, plus établis, on va dire, dans le monde universitaire. Et c'était génial de pouvoir avoir justement tout ce petit monde réuni autour de ce sujet commun pour étudier sérieusement. Voilà, il l'a dit, on était à la Sorbonne, on a vraiment une approche sérieuse, une approche académique, étudier donc de façon sérieuse un sujet qui n'est pas toujours. Après ce colloque, comment s'est passée la création du livre ? On a voulu publier donc, les actes du colloque, c'est-à-dire les discussions et les conférences qui avaient pu avoir lieu pendant le colloque, puisque tout simplement on voulait laisser une trace aussi des discussions, des échanges qui avaient pu avoir lieu, et aussi parce que tous les gens qui avaient voulu participer au colloque n'avaient pas pu être là pour diverses raisons. Et c'était aussi une façon de pouvoir leur transmettre Alors je ne sais pas si on a pu établir des conclusions sur la série, mais en tout cas les questions qu'on a pu poser, c'était une façon de pouvoir
continuer aussi ces débats d'une autre manière pour pouvoir continuer à échanger aussi, que ce soit avec des fans de la série ou avec justement des chercheurs qui s'intéressent à ces questions, parce qu'on est de plus en plus à étudier, que ce soit Kaamelott ou Game of Thrones ou des sujets comme ça, sur les séries télévisées ou sur le réinvestissement du Moyen-Âge dans la culture populaire. Voilà, c'est aussi une façon de montrer qu'on peut étudier ça de façon sérieuse. Donc on a réussi à publier ces actes et à en faire un ouvrage dont on est, je dois dire, assez fier, de façon pas du tout modeste. J'ai eu de la chance de le lire et j'avoue qu'il est vraiment, vraiment passionnant. Et justement, allez, rentrons un peu dans le gras, c'est-à-dire, pour parler de Kaamelott, on peut dire ça. Le gras, c'est la vie. Oui. Alors, Kaamelott, c'est censé se passer à quelle époque ? Vaste sujet. La série précise que ça se situe donc au 5e siècle de notre ère, mais effectivement, malgré ces indicateurs temporels affichés, on a énormément de signes contradictoires dans la série qui font de Kaamelott un condensé, en fait, un condensé temporel. On a plusieurs siècles qui se réunissent, qui se mélangent, qui parfois se piétinent un petit peu de façon plus ou moins violente, que ce soit par des personnages réels, l'évêque Boniface ou des personnages qui ont réellement existé, ou que ce soit par des personnages fictifs, comme on a une sorte d'avatar de Robin des Bois qui apparaît dans la série. Mais justement, cet amalgame temporel, j'ai envie de dire, est propre à la légende arthurienne de toute façon, puisque si un roi Arthur a existé, un grand si, il est probable qu'il ait existé justement à cette période de jonction entre la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Donc on le situe souvent entre le 5e et le 6e siècle. Mais les textes qu'on a conservés et ceux qui ont eu cette popularité, j'ai envie de dire, par la suite, datent notamment du 11e et surtout du 12e siècle, que ce soit avec Geoffroy de Monmouth ou avec Chrétien de Troyes, et après on a toutes ces réécritures au 12e, 13e, jusqu'au 15e siècle, notamment avec Thomas Malory. Et donc, on a des auteurs qui parlent d'un roi Arthur possible, qui est censé avoir vécu au 5e, 6e siècle, mais qui, eux, le décrivent avec leur code du 12e ou 13e siècle. Et donc, ça veut dire que dès son apparition dans la littérature, Arthur est déjà cette figure qui mélange un peu toutes les temporalités, et ça va être repris par la suite dans toutes les réécritures jusque au 20e, 21e siècle. On a un roi Arthur qui s'adapte, ou qui est adapté en l'occurrence à ce qu'on attend de lui à notre époque. Est-ce qu'on peut dire que le Kaamelott est une série historique ? Alors tout dépend ce qu'on entend par série historique. Si c'est au sens de period drama, au sens de on réalise une série télévisée avec des personnages en costume, oui, on a une série historique. Ensuite, on n'est pas là dans une optique d'approche documentaire, clairement. Le but, c'est pas de faire un cours sur le Moyen-Âge ou sur ce qu'aurait pu être le roi Arthur. C'est vraiment un programme de divertissement, avant tout, mais qui se situe dans un cadre médiéval fictif, ce qu'on appelle médiéval fantastique aussi, puisque certes, on a des chevaliers, mais on a aussi donc des dragons et des créatures fabuleuses. Donc on est de toute façon dans un monde en dehors de nos codes réels. Donc en ce sens-là, ce n'est pas une série historique qui représenterait la réalité médiévale, mais c'est une série historique qui s'appuie justement sur l'image que l'on peut avoir du Moyen-Âge. Est-ce qu'on sait si, pour la série, Alexandre Astier s'est entouré de personnes qui l'ont conseillé du point de vue médiéval ? Oui, mais pas forcément dès le tout début de la série. Il y a des choses qui ont été faites progressivement. On le voit par exemple dans la façon dont les costumes ou les armures des personnages évoluent. Entre le livre 1, où on a tous les personnages tous les chevaliers autour de la table ronde, avec leurs armures qui clinquaillent un peu et qui font ce bruit assez spécifique, et ce qu'on a dans le livre 5, par exemple, avec tous les chevaliers qui désormais ont des tuniques beaucoup plus légères avec du tissu, et on a laissé tomber les armures de plate. On voit qu'il y a une réelle évolution, et on a en réalité une tentative d'approcher de plus en plus une réalité historique, mais qui s'est fait au fur et à mesure dans la série, pas dès le premier épisode. Alors, si on rentre aussi encore un peu dans le détail, la géographie et l'histoire, donc comme tu l'as dit, semblent assez floues dans l'univers du Kaamelott, même si on a quelques références qui semblent assez exactes, comme les invasions vikings ou la fin de la domination de l'Empire romain. Kaamelott se situe où ? C'est en Angleterre ? C'est en Bretagne ? Ce qu'on voit dans Kaamelott, c'est donc le royaume de l'ogre, qui s'étend en fait sur
ce qu'ils appellent l'île de Bretagne, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Angleterre ou le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne, puisque la place de l'Irlande est toujours un petit peu à part dans la pensée médiévale, puisque justement on a cette mer entre deux et qui fait que l'Irlande est parfois assimilée à une terre un peu mystique, parfois assimilée à Avalon d'ailleurs, ce monde presque des morts, un monde des esprits en tout cas. Donc en fait, il est possible que Arthur, qui soit parti pour son repos éternel à Avalon, soit juste en Irlande, on ne sait pas après tout. Donc voilà, on a le royaume de Log qui constitue cette île, avec plus ou moins l'Irlande qui est en fait inclus dans la série. Et on a aussi ce qu'on appellerait l'Armorique, ce qu'on appelle nous aujourd'hui notre Bretagne à nous. Donc on a tout ce territoire-là, sachant que Arthur est également allié avec des seigneurs ou des ducs notamment, qui sont installés en Gaule. On a le duc d'Aquitaine notamment qui apparaît à plusieurs reprises dans la série et qui permet de voir que en fait, l'influence d'Arthur, il le dit d'ailleurs lorsqu'il s'adresse à sa mère, le royaume de l'ogre s'étend jusqu'à là-bas en Aquitaine et ils sont tellement loin que j'arrive jamais à savoir ce qu'ils foutent. Donc on a cette idée d'un royaume dirigé depuis ce que nous on appellerait l'Angleterre, mais qui s'étend presque jusqu'aux Pyrénées. C'est quand même un assez grand territoire à gérer, je pense, pour une seule personne. Les personnages féminins aussi sont très diversifiés dans Kaamelott, c'est-à-dire qu'on a autant donc Célie, la femme de Léodagan, qui semble être une invention donc, de Alexandre Astier, on a Guenièvre bien sûr, mais on a aussi des femmes de plus basse extraction, des servantes, des paysannes. Est-ce que c'est une vision de la femme qui s'approche de la société médiévale ? Au sens où, au Moyen-Âge, effectivement, on avait des reines, mais aussi des paysannes, oui, effectivement, à ce niveau-là. Ensuite, ce qui n'est pas forcément facile à savoir, c'est que justement les femmes, pendant toute la période médiévale, ont un accès restreint à la parole, que ce soit la parole politique ou la parole littéraire. Et ce qui nous reste aussi du Moyen-Âge, c'est avant tout les écrits, bien entendu. Outre, bien sûr, toutes les traces archéologiques, mais donc cette place de la femme est toujours un petit peu en retrait. Bien sûr, on a de plus en plus aujourd'hui d'études qui tendent à valoriser ces figures féminines, que ce soit des figures féminines extrêmement connues comme Aliénor d'Aquitaine ou voilà, des personnages comme ça, ou après des personnages féminins beaucoup moins présents dans la sphère politique, mais qui constituent aussi une part essentielle de cette société médiévale, qui sont aussi toutes ces femmes. Donc, dans ce sens, Kaamelott, oui, est représentative, puisque on a des femmes de plusieurs de nobles, de basse extraction, qui ont elles aussi, après tout, un rôle très limité du point de vue de la gestion du pouvoir, même si le personnage de Guenièvre s'affirme de plus en plus dans la série. On a des personnages assez forts, comme Célie, en effet, qui se présente comme un chef d'État officieux, ce qui sidère un petit peu Léodagan d'ailleurs. Mais voilà, on a tous ces aspects-là. Après, il faut aussi savoir que, je pense notamment à tous les personnages de maîtresse d'Arthur. Dans la littérature médiévale, on ne nous parle jamais véritablement de maîtresse du roi, mais il faut savoir que dans la série, les personnages de maîtresse n'étaient pas conçus à l'origine, dans les tout premiers projets de la série. Ces personnages ont été en fait une demande de la part des différentes sociétés de production qui ont permis de créer Kaamelott et qui souhaitaient développer davantage les personnages féminins, puisque si on regarde autour de notre chère table ronde, on a quand même un grand nombre de personnages masculins, que ce soit le roi, ses chevaliers, Merlin, etc. Donc voilà, c'était une volonté de créer davantage de personnages féminins, volonté que Alexandre Astier a interprétée en intégrant justement ces personnages de maîtresse. De même, on a eu des personnages de chevaliers plus jeunes qui ont été créés, c'est le cas de Yvain et Gauvin, qui ont été créés pour plaire davantage à un public plus jeune. Quand on regarde les premiers livres, notamment avec le personnage d'Yvain qui est présent en fait très rapidement, c'est un véritable ado qui veut pas se lever, qui veut pas mettre ça parce que c'est vraiment trop nul. Voilà, c'est donc des personnages qui ont été créés aussi pour satisfaire et accrocher en fait un public plus large dès le début de la série. Et si on parle des personnages justement, qu'est-ce qu'il y a de similaire entre le Arthur donc de Kaamelott et le Arthur de la légende arthurienne ? Bon, même si tu as dit tout à l'heure, la légende arthurienne peut changer d'un texte à l'autre, mais il y a quand même, j'imagine, des caractères un peu généraux qu'on peut retrouver partout. On a plusieurs facettes du roi Arthur dans la légende médiévale, les légendes médiévales même, mais les auteurs ont généralement réussi à les concilier en montrant qu'on a différentes facettes d'Arthur aux différents moments de sa vie. On a le Arthur guerrier, le grand roi et héros qu'on peut retrouver après aujourd'hui dans pas mal de films d'ailleurs, qui serait en fait la période de la jeunesse d'Arthur qu'on va retrouver dans l'histoire des rois de Bretagne ou dans une certaine mesure dans le Mortet d'Arthur de Thomas Malory. Et on a aussi après une vision beaucoup plus tardive du roi Arthur
qui est un roi Arthur qu'on décrit comme pensif chez Chrétien de Troyes, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui presque dépressif. Oui, on a ça dans la littérature médiévale, donc chez Chrétien de Troyes, où on a un roi Arthur de second plan, puisqu'il n'est plus le héros. Les héros sont Lancelot, Perceval, Yvain, qui vont, eux, aller partir à l'aventure, tandis que Arthur reste dans son château, par définition, et ne peut, quand Guenièvre est enlevée, il ne peut pas aller la sauver, et c'est Lancelot qui doit aller la récupérer. Donc on a ces différentes facettes d'Arthur en fonction de son âge, j'ai envie de dire. Et l'intérêt de Kaamelott, c'est aussi qu'on retrouve ces différentes facettes dans le personnage d'Arthur. C'est une réinterprétation, mais qui fonctionne. On se retrouve avec un Arthur qui est là, ce héros, ce guerrier. On le voit combattre régulièrement. On le voit avoir un rôle politique affirmé. Et il consolide justement la constitution avec les clans. Mais il a aussi, il le dit, quelqu'un comme moi qui est facilement tendance à la dépression. Et on le voit dans les livres 5 et 6. Il est ce roi qui a baissé les bras et qui ne croit plus en rien, jusqu'à justement la fin du livre 6, où on espère maintenant au cinéma qu'on aura ce retour héroïque d'Arthur. Mais donc Kaamelott arrive à réorganiser ces différents aspects de la littérature médiévale dans un personnage auquel on croit, qu'il ait existé ou pas, ça marche. Et qu'est-ce que tu penses plus largement de la réécriture qu'est Kaamelott ? Bon là, c'est une question un peu générale, mais par exemple avec le personnage de Lancelot, avec l'histoire de Guenièvre, là c'est quand même un peu différent de la légende arthurienne. C'est un petit peu différent. En effet, on a toujours cette fuite, cette escapade, on va dire, de Lancelot et Guenièvre qu'on avait en fait chez Chrétien de Troyes dans Le Chevalier de la Charrette, où justement Guenièvre a été enlevée et Lancelot vient la sauver, en profite par la même occasion pour vivre une idylle avec elle dans ce royaume adjacent en fait, du royaume d'Arthur. Et ensuite Lancelot ramène Guenièvre à la cour et on va dire globalement tout est bien qui finit bien tant que Arthur n'est pas trop conscient de ce qui s'est passé ailleurs. Dans Kaamelott, effectivement, c'est très différent au sens où Lancelot s'en va, c'est Guenièvre qui le rejoint volontairement cette fois, mais cette idylle n'est jamais consommée et ça s'achève assez difficilement pour les deux personnages, avec cette radicalisation par la suite de Lancelot qui est véritablement manipulé par le personnage de Méléagant, qui est là encore une fois réinterprété par Alexandre Astier, puisque Méléagant est présent dans les textes médiévaux, toujours chez Chrétien de Troyes d'ailleurs, mais chez Chrétien de Troyes, Méléagant a davantage une influence sur le personnage de Guenièvre, puisque c'est lui qui va l'enlever, et pas directement sur Lancelot. Ils combattent par la suite, mais ça reste limité. Est-ce qu'on peut dire que la série Kaamelott suit on va dire la trame et les péripéties de la légende arthurienne ? Est-ce que pour ça, la série est fidèle ? La série réinterprète la trame, sachant qu'encore une fois, en fait, on a plusieurs trames en fonction des différents textes, mais on retrouve des éléments clés. L'extraction de l'épée Excalibur par Arthur, on retrouve cette idylle un petit peu compliquée entre Lancelot et Guenièvre. Voilà, on retrouve des éléments clés comme ça, mais que ce soit la description en détail de la jeunesse à Rome d'Arthur, ou justement cette façon dont l'idylle entre Guenièvre et Lancelot échoue pitoyablement, j'ai envie de dire, ou le rôle de Méléagant, tout ça, ce sont des interprétations nouvelles, mais à partir d'éléments crédibles, puisque en fait, Alexandre Astier s'appuie sur des éléments en germe dans la littérature médiévale, ou dans des réinterprétations beaucoup plus récentes d'ailleurs, pour en faire quelque chose à sa manière. Mais donc on retrouve, si on prend le personnage de Perceval, par exemple, qui est un des personnages préférés des fans de la série, on a le personnage qui est un idiot, un idiot adorable dans la série. Certains diraient un génie, en fait, parce qu'il a parfois des éclairs de génie. Il a parfois des éclairs étonnants, effectivement, mais ces éléments sont en fait déjà présents en germe dans la littérature, où effectivement on a tout un passage où Perceval, alors c'est pas véritablement sombre dans la folie, mais en tout cas oublie qui il est et oublie sa quête, c'est-à-dire la quête du Graal et la mission divine en fait qui lui a été confiée. Il oublie tout ça pendant, je crois que c'est 5 ans, jusqu'à ne plus savoir quel jour on est, etc. Et on se retrouve dans Kaamelott avec un personnage qui est tellement niais qu'il oublie son nom et il confond tout. Mais il a toutefois un rôle essentiel auprès d'Arthur. On en parle dans le livre Kaamelott, un livre d'histoire, sur ce rôle
de Perceval, que ce soit du point de vue de la narration, puisqu'il est toujours, on a tous ces épisodes sur la poétique, où il essaye désespérément de raconter une histoire, et Arthur essaye de lui expliquer, sauf que c'est Perceval, donc c'est très compliqué à comprendre pour lui. On a aussi un rôle qui s'approcherait davantage du fou ou du bouffon qu'on pourrait avoir beaucoup plus tardivement dans l'histoire, mais ce personnage, un petit peu à part, mais qui est essentiel auprès du roi parce qu'il va lui dire la vérité à sa façon. Il va faire rire aussi, il va provoquer tous ses sentiments, mais c'est un des seuls à dire la vérité. Et on le voit d'ailleurs dans Kaamelott, on a certes le Perceval qui fait extrêmement rire, et qu'on adore aussi pour ça, mais on a aussi ce Perceval extrêmement touchant, qui est le plus loyal à Arthur, que ce soit lorsqu'il s'enferme dans un tonneau parce qu'il refuse que Caradoc aille essayer de retirer l'épée du rocher, ou que ce soit à la fin avec cette conscience de Perceval qui dit à Arthur « Non mais il faut pas nous écouter, vous savez bien qu'on est des cons ». On a un côté très socratique de Perceval qui sait, qui ne sait pas, qui fait que le personnage est à la fois touchant et fascinant à ce niveau-là. Vous êtes là, vous ? Ça va, sire? Je savais pas que vous pêchiez. Ah non, je pêche pas. Vous pêchez pas? Ah non, j'aime pas ça, la pêche. Moi, la canne, ça m'aide. Je visualise le caillou dans l'eau. J'ai l'impression de faire partie d'un tout. Moi, le caillou, le fil, le lac, le ciel. C'est entier, vous comprenez? C'est bien fini. C'est pour ça, moi, je me dis, c'est dans ces moments-là qu'on peut bien comprendre des trucs. Vous prenez pour un con, non? Pas du tout. Dans l'épisode sur l'évêque Germain avec Clara, on a parlé des Burgondes et de la représentation donc des Burgondes un peu caricaturales dans la série. Est-ce qu'on sait pourquoi les Burgondes ont été représentés ainsi? Ce Burgonde reprend certains codes de la représentation du barbare, dans un sens très général, et je m'appuie notamment sur les travaux de Bruno Dumézil, qui est spécialiste de ces questions de barbares et de leur évolution aussi dans les représentations qu'on a pu conserver. En fantasy, on a toujours tendance à représenter le barbare, c'est Conan, hein, c'est le personnage extrêmement fort, extrêmement musclé, avec les cheveux longs et généralement torse nu d'ailleurs. Ce côté viril, au sens vraiment de musculature poussée à l'extrême, mais on a aussi une facette du barbare qui est justement le personnage qui n'est absolument pas civilisé, qui donc va manger à outrance ou boire à outrance, d'où ce physique extrêmement rond de notre roi Burgonde, et qui est un personnage qui ne sait pas se tenir à table, qui a des pratiques très, très dérangeantes pour la société civilisée qui le voit. Donc justement, on est dans cette logique de mépris aussi de l'autre, qui est différent. Donc on a cette représentation qui est reprise en fait dans Kaamelott, sachant qu'on a aussi des interprétations qui viennent de directives de mise en scène au dernier moment, ou d'interprétation de l'acteur Guillaume Briat, que j'en profite pour saluer cet interprète du roi Burgonde, Guillaume, qui est absolument adorable et un excellent roi Burgonde. Mais donc on a par exemple tout le dialecte qu'on peut avoir du roi Burgonde, Trupaskaya, ou des choses comme ça, qui sont un peu des improvisations en fait de l'acteur à ce moment-là, qui tente de représenter un roi Burgonde absolument cinglé, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire avec ces œufs là pour jouer. C'est la représentation du Burgonde au sens de l'ennemi dérangeant, parce que on ne sait pas trop quoi en faire, on a beaucoup de mal à communiquer. C'est un peu la même chose avec la représentation d'Attila dans la série, hein. On dit que là où il passe, l'herbe ne repousse pas, mais bon, il n'y a pas d'herbe dans la salle du trône. C'est un personnage, on ne sait pas trop ce qu'il veut, on ne sait pas trop comment on peut communiquer avec, et donc pour les négociations de paix, on peut lui faire signer tous les traités de paix qu'on veut, et il ne comprend pas ce qu'il signe. Donc c'est cette représentation donc, qui prend un peu tous les codes de l'ennemi dérangeant, parce que on ne sait pas trop quoi en faire. On est d'ailleurs d'accord que Attila, c'est pour le coup un énorme anachronisme et totalement incompréhensible. Oui, mais c'était aussi une façon de pouvoir intégrer cet acteur qui avait joué à plusieurs reprises avec Alexandre Astier. Voilà, c'était aussi une façon de lui donner un rôle assez fascinant, parce que c'est un personnage qu'on n'attend pas, justement, dans un milieu médiéval autour du roi Arthur. On a un choc des cultures un peu ici, et on se retrouve avec ce décalage extrêmement risible de ce grand guerrier terrifiant qui arrive tout seul avec un 1-1
dans la salle du trône et qui repart avec la viande de cerf marinée au miel et qui aurait peut-être volé 2 cuillères. Mais c'est tout. Donc on a vraiment une façon de jouer sur les attentes qu'on a tous, sur voilà, le roi Arthur doit être un grand roi, Attila doit être un grand guerrier. Bon, bah là, pas tant que ça. Et dans le livre, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre comme thématiques qui sont abordées donc, par les spécialistes ? On a essayé de proposer un panorama assez large, même s'il y aura encore beaucoup à dire sur la série, mais on parle à la fois de la représentation de certains personnages, comme Perceval notamment, qui nous a beaucoup occupés, ou le personnage d'Arthur, forcément, qui est essentiel, notamment au niveau de cet entre-deux, entre Rome et la Bretagne. On parle de la justice, on parle de la musique, l'art aussi à Kaamelott, que ce soit la peinture, la sculpture, la construction de cathédrales ou des pyramides en sapin aménagées en maison de passe. On parle du jeu aussi. On a eu toute une discussion fascinante sur les règles du Slooby ou du Pélican, enfin tous ces jeux qui fascinent Perceval. On parle de nourriture aussi. Savoir si au Moyen-Âge on mange plus comme Caradoc à manger de la barbaque à tous les repas, ou est-ce qu'on mange comme le maître d'armes à manger plus ou moins des graines. Voilà, donc on a essayé d'aborder ces différents aspects en s'appuyant sur ce que nous donne la série, principalement la série. On a aussi intégré les bandes dessinées, notamment pour pouvoir parler de tout ce qui est représentation des animaux et des dragons, puisqu'on en parle beaucoup dans la série, mais on voit très peu tous ces éléments difficiles à contrôler. On a parlé de beaucoup de choses. On s'est beaucoup amusé aussi pendant le colloque. Ça a été très agréable de pouvoir travailler sérieusement et avoir des discussions vraiment approfondies, tout en s'appuyant sur quelque chose qui nous plaît. C'était véritablement un plaisir de pouvoir travailler sur ça. Donc on a lancé des discussions, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on espère que ça pourra justement aussi entraîner d'autres débats, d'autres questions, que ce soit sur la série ou sur d'autres, mais pour montrer que voilà, on peut travailler sérieusement et avec du fond, avec de la profondeur, sur des sujets qui apparemment sont des sujets de divertissement, mais tellement bien construits dans le cas de Kaamelott que ça aurait été bête de s'en priver. Alors j'espère, chers auditeurs et auditrices, que cet épisode vous a intéressé autant que moi, et que comme moi, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller revoir tous les épisodes de Kaamelott. Alors merci beaucoup Justine Breton. Merci à toi. Et je conseille la lecture du passionnant ouvrage Kaamelott, un livre d'histoire, qui est sorti aux auditions Vendémiaire. Je remercie Binge Audio pour le matériel d'enregistrement, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode ou un prochain hors-série de Passion médiéviste. C'est pas faux. Attention, loupez pas le coche. Slooby 1, Slooby 2, Slooby 3, Slooby 4, Slooby 5, Slooby 6, Slooby 7. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Bah, vous m'arrêtez quand ça tombe sur votre score. Mais le score d'Aidé, là? Bah, je sais même plus combien j'ai fait, moi. 325. Ah ouais? Moi, c'est 644, moi. Allez, je recommence. Concentrez-vous. Slooby 1, Slooby 2, Slooby 3, Slooby 4, Slooby 5.